La danse des mots, Yvan Amar. Bonjour, la danse des mots aujourd'hui a rendez-vous avec les maquisards. Que sont les maquisards ? Ce nouveau roman d'Emily Boom est une bombe à retardement, nous informe la 4e de couverture. Parler d'un roman d'Emily Boom en disant que c'est une bombe à retardement, c'est une formule qu'il était difficile de ne pas employer. Emily Boom est avec nous, elle nous dira vraiment si c'est une bombe et si elle est à retardement. À propos de ce grand roman qui est à la fois une saga, un roman dynastique, un roman politique qui retrace tous les épisodes de la conquête de l'indépendance du Cameroun à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à cette indépendance. Emily Boom, bonjour. Bonjour Yvan. Merci beaucoup d'être avec nous pour nous présenter ce roman que vous avez fait paraître donc aux éditions de La Cheminante il y a quelques jours. Alors, je parlais de roman dynastique. On y reviendra, mais est-ce que vous avez voulu justement écrire un roman qui se passe sur une longue période de temps et qui mette en présence des générations différentes, puisque on voit par exemple, c'est un roman très féminin, il y a des hommes aussi, mais les femmes ont une grande place, et on voit par exemple la grand-mère, la mère et la fille qui militent, qui vivent, qui combattent et qui ont une identité sociale camerounaise, Bassa, un petit peu différente. Ça, c'était votre intention de départ ? C'est-à-dire que j'avais envie de donner la parole à un large spectre de personnages qui, a priori, ne sont pas entendus sur ces questions-là, sur ces questions historiques. Et c'était important de décrire plusieurs générations d'hommes et de femmes qui ont évolué, qui évoluent dans des villages, qui évoluent eux-mêmes, voilà. Et c'était là l'occasion de leur donner la parole à tous et de décrire et de laisser chacun se présenter dans sa propre singularité. Alors tous ces gens-là se retrouvent, pas tous, mais une bonne partie, de temps en temps, dans des sociétés, ou même dans des sociétés secrètes qu'on connaît peu en Europe et sur lesquelles vous mettez l'accent dans votre roman Les Maquisards. Emily, je vous propose d'en lire un court extrait qui justement nous parle d'une de ces fameuses sociétés secrètes. D'accord. Ta fille entend le corps, murmura à Jeannette une vieille du village. Jeannette tressaillit. Le corps était une société secrète de femmes, la chambre féminine du Mbok. Les patriarches, les maîtres du clan. Les différentes tribus du pays Bassa ne sont pas organisées en monarchie. Elles reconnaissent une affiliation commune à un ancêtre et les tribus éclatées sont régies par le Mbok. Un groupe de patriarches, prêtres, soldats, une société d'initiés reconnus pour leur sagesse, leur spiritualité, leur souci du bien commun et du respect des traditions. Ils édictent les règles politiques, juridiques et sociales de la communauté. Les prêtresses du Kho, guérisseuses, garantes de la paix sociale, de l'ordre moral, des soins esthétiques et médicaux, étaient aussi craintes que respectées. Leurs ordalies ne pouvaient être contrées que par elles-mêmes. La danse et le chant étaient leur mode d'expression privilégié. Le corps, escargot en langue bassa, était également une métaphore désignant le clitoris. Le pouvoir des femmes dans sa splendeur et son mystère infini. La femme est le palmier à vin, disent les prêtresses du corps, et l'homme, la liane qui la fermente. Le palmier n'a pas d'ordre à recevoir de la liane. Le pouvoir des femmes en pays bassa s'appuie sur une exclusivité fonctionnelle, la maternité. Les hommes leur reconnaissent le monopole de tout ce qui touche à la fécondité, la leur, celle des autres et aussi dans un sens plus large, lorsque le gibier devient rare ou les champs peu prolifiques. Lorsque l'équilibre du clan est rompu, la communauté en appelle au corps. Seulement, la fécondité ne réside pas dans le clitoris. Les femmes le savent. L'existence et la puissance du corps, le respect dont bénéficient les prêtresses, démontrent que la communauté leur reconnaît un pouvoir plus intime, spécifique, qui échappe à toute incursion masculine.
Merci beaucoup pour cette lecture, Emily Boom. Une lecture en français, d'un roman qui est en français et qu'on sent de temps en temps émaillé de certains termes africains, de certains termes bassa, pour désigner des choses qui n'ont justement pas d'équivalent en français. Alors, on entend parler de mbok, on entend parler de ko. J'ai appris en vous écoutant que le O était ouvert, alors que je ne savais pas si on disait plutôt le ko ou le ko, oui. Mais je débute en bassa. Est-ce que ce sont des choses qui existent encore aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez en parler, Emily? Alors, en ce qui concerne le corps, je suis moi-même tombée sur cet ordre que tout à fait par hasard, parce que je voulais des personnages féminins forts, pas des personnages féminins forts simplement à l'intérieur des familles, parce que là, on sait que les femmes ont du pouvoir, mais je voulais également un personnage qui soit fort à l'extérieur, politiquement. Et en cherchant, en fouillant dans les manuels d'anthropologie, en interrogeant un petit peu les gens autour de moi, je me suis rendu compte que traditionnellement, il existait cet ordre-là en Pays Bassa, un ordre de femmes, de prêtresses, et qu'elles avaient du pouvoir non seulement dans la sphère intime, mais également dans la sphère politique. Et en étendant mes recherches, je me suis aussi aperçue que cet ordre existait, était préexistant à l'installation du christianisme au Cameroun, et il existait dans pratiquement toutes les tribus. Et les sociétés de femmes, les sociétés d'hommes aussi, les patriarches, le mbok, mais plus encore les sociétés de femmes ont été très fortement combattues par les églises chrétiennes lorsqu'elles se sont imposées. Parce que évidemment, un ordre de femmes dont le nom dérive du mot clitoris, ça, ce n'était pas du tout pour plaire au rigorisme de l'église catholique ou protestante qui s'est installée dans la région. Donc le corps a continué d'exister et il a continué d'exister dans le maquis, si vous voulez. Il a continué d'exister, mais hors des sentiers battus. Oui. Voilà. Et donc, il ne s'est pas du tout intégré à une société ou une idéologie chrétienne. Il n'avait aucun moyen de s'intégrer tel quel. Ce n'étaient pas du tout les mêmes valeurs. Les valeurs judéo-chrétiennes venaient un petit peu s'opposer aux valeurs que le corps, le mbok et la société traditionnelle défendaient, dans la mesure où il y avait les patriarches qui avaient du pouvoir, il y avait les prêtresses qui avaient du pouvoir, il n'y avait pas de domination de l'un sur l'autre, voilà. Il n'y avait pas de comment dire, ce rapport hiérarchique qui va s'instaurer où il y a un chef de famille, il y a un homme et puis les femmes qui lui obéissent et etc., qui était plus lisible pour la société. Oui. Et vous avez l'impression que l'idéologie colonisatrice était plus porteuse d'une phallocratie, d'une domination masculine? Disons qu'elle était porteuse d'une image de la famille reconnue et connue. Voilà. Les familles africaines ont plusieurs branches, elles sont divergentes. La filiation est plus sociale que biologique, c'est connu et accepté. Mais simplement, une telle organisation ne répondait pas aux critères de l'Église catholique ou même de la colonisation telle qu'elle était. Plus il y avait un maître, un chef qui dominait les siens, plus la parole et la philosophie chrétienne et aussi coloniale d'ailleurs pouvait être disséminée dans la société. Liberté, liberté, Dieu tout-puissant, nous sommes libres, merci. Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. En lui, nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Dieu merci, nous sommes libres. Oh mon Dieu, merci. Liberté. Liberté, Dieu tout-puissant, nous sommes libres, merci. Auguste, conquérant de la liberté, sur une route jalonnée d'épais, sous 36 000 brasiers déchaînés, vous avez lutté et vous avez sauvé l'Afrique. Écoutez, frères païens noirs, écoutez,
n'avaient l'air pas raisonner comme des génies en furie. Tous comme un seul homme debout, luttons pour nos intérêts et luttons pour l'avenir. Afrique, apôtre de la paix, rassemble tes enfants. La danse des mots, Yvan Amar. On vient d'entendre Liberté dans la danse des mots, une chanson qui était populaire à l'époque de votre roman, c'est-à-dire en gros dans les années 50-60, juste avant, juste après l'indépendance. Une chanson qu'on entendait chanter par Anne-Marie Nzié. Alors, bien sûr, on le disait tout à l'heure, Emle Boum, votre roman, il est en français. Très souvent, on parle de la langue bassa et en français, vous parlez justement de l'alternance entre le français et le bassa. Et on voit à quel point c'est quelque chose d'important. Vous dites par exemple que l'un des tenants de la résistance a beaucoup de succès parce que de village en village, il va parler aux gens, il va parler aux villageois et il connaît beaucoup de langues africaines. Donc il peut parler en bassa, il peut parler en douala, il peut parler dans une autre langue. Il n'est pas dans une langue étrangère. Et dans une autre scène, quand on voit une Française, une religieuse qui va lier des liens d'amitié très forts avec l'un des personnages principaux de votre roman, quand elles se rencontrent, il y a quand même un peu de circonspection, il y a de la méfiance de l'une par rapport à l'autre, et tout d'un coup, la sœur française se met à parler bassa, et on voit que là, c'est à la fois une marque de tact, une marque de respect, et que c'est un soupir. Les choses deviennent différentes. Alors, cette stratégie des langues, elle est importante pour vous. Il était important d'en faire état dans votre roman, Emle Boum. Oui, c'était important, notamment, d'autant plus que toute l'action se déroule en pays bassa, et il y a quelques ethnies comme ça au Cameroun, notamment les Bassa, où leur langue a été très vite écrite. Ils l'ont apprise rapidement. Il y a une scolarisation qui a été mise en place et largement suivie. Donc, ils ont très vite su écrire leur langue. Ils tenaient effectivement très fort à leur langue. Et quand les luttes pour les indépendances ont commencé, ils se sont appuyés sur les dialectes camerounais. Ils se sont appuyés de tribu en tribu. Ils n'étaient pas les seuls d'ailleurs. Toutes les personnes qui ont participé à ce grand mouvement ont bien compris que s'il fallait parler aux foules, s'il fallait parler aux gens du peuple, il fallait leur parler en leur langue. Et c'était un atout non négligeable. Bien sûr, non seulement ça, mais vous le soulignez aussi dans votre roman, Emle, il y avait un autre atout qui était que parler bassa faisait qu'on était plus difficilement compréhensible par les Blancs, et dans en particulier par les Français, puisqu'il y avait, à l'époque de votre roman, il n'y a plus d'Allemand au Cameroun. Non. Ouais. Non. Dans la stratégie qui se met en place de libération, dans les courriers qui sont échangés et les directives qui sont échangées entre les différents intervenants, il est important évidemment que le plus possible, on parle dans une langue qui ne soit pas accessible à l'occupant. On gagne un peu de temps, quoi. On gagne du temps. Oui. Alors, donc ça sert de code. Ils le disent d'ailleurs, de toute façon, le temps qu'ils trouvent un traducteur, le traducteur, ils le trouveront parmi nous, eh bien on saura. Donc ça sert de code. Ça sert de code. Et est-ce que vous avez voulu dans votre roman que justement il y ait un parfum de cette langue bassa qui soit très présent? Au-delà du parfum, qu'il y ait une réalité. Je veux dire, l'époque n'est pas simplement saupoudrée de langue. Là, on est sur en territoire bassa, mais les mêmes luttes un peu plus tard se sont faites en territoire bamileke. Et c'est vrai que ce n'est pas simplement saupoudré de langue. La langue était l'outil de communication qui faisait que on n'était pas tout de suite accessible. On pouvait se parler entre soi, on pouvait communiquer entre soi. Et le fait que Ruben Umniobe, l'un des leaders de l'UPC à cette époque-là, ait parlé plusieurs langues et ait fait cette démarche de s'adresser aux gens dans leur langue, en fait, ça donnait une autre visibilité aux choses. Du coup, un combat qui aurait pu être un combat ethnique est devenu un combat national. Est-ce que c'est l'une des difficultés de la romancière que vous êtes de faire passer ça dans un roman qui est écrit en français, justement? Pour moi, c'était facile. Enfin, je veux dire, je n'ai pas eu de difficulté. Le roman a été écrit en français, je l'ai pensé en français, mais je connais bien cette problématique de l'importance de la langue. Toutes ces personnes, en tout cas celles qui sont à la tête de ces mouvements, parlent parfaitement français. Elles ont étudié le français. Pour elles, c'est un outil. C'est un outil, c'est une langue, ils s'en servent
Voilà, mais ils ont également une langue qui est leur langue de terrain et de combat. Donc je comprends parfaitement. C'était de simplement de décrire la réalité de cette époque-là. Oui. Alors même que dans votre livre, il n'y a pas de pittoresque du français. Il n'y a pas de camerounisme, il n'y a pas de français à la camerounaise. C'est quelque chose que vous évitez. Je m'en suis même pas aperçu quand je lisais le roman. C'est après, en essayant de réfléchir à cette question, que je me suis dit que justement, il n'y avait pas de couleur locale. Pour une raison simple, c'est que la totalité ou presque des échanges dans le roman se fait en langue bassa. Voilà. Ils parlent entre eux en leur langue. Donc, il n'y avait pas besoin d'introduire quelques variantes que ce soit. Si j'étais dans un roman plus moderne qui se passe dans une ville, ce serait différent. Mais là, on est dans un village particulier. Évidemment, ils parlent dans leur langue. On peut donc difficilement traduire ce qu'ils disent dans un français édulcoré, africanisé ou pas. Vous souhaitez réécouter l'émission La Danse des mots? Rendez-vous sur le site internet rfi.fr. C'est Blik Bassi qu'on vient d'entendre maintenant dans Likanda à propos de votre roman Les Maquisards, Emle Boum, qui fait une part tout à fait importante à la vie des familles, à la vie des ethnies et même aux stratégies matrimoniales qui sont tout à fait importantes, avec les promesses qui sont faites, avec le fait que un homme ou une femme ne peut pas forcément aller où son cœur le porte parce que sa destinée conjugale a été décidée auparavant et même parfois a été une sorte de monnaie d'échange. Enfin, il y a eu des tractations. Ça aussi, c'est important dans la société bassa. C'est important, je pense, dans toutes les sociétés, en tout cas jusque très récemment. Oui, mais les stratégies matrimoniales ne sont pas les mêmes dans toutes les sociétés. Non, tout à fait. Alors, ce qui se passe là, c'est que effectivement, les mariages impliquent des groupes, impliquent des familles, des clans différents. On ne se marie pas à l'intérieur de son clan, on se marie à l'extérieur. Par conséquent, le mariage doit servir de trait d'union et de pont entre plusieurs clans. C'est une réflexion et ça ne se fait pas au hasard. Ça ne veut pas dire qu'on ne pouvait pas suivre forcément l'inclinaison de son cœur. Ça veut dire que on la suit quand même, mais parfois on se cache. Parfois on se cache. Et aussi si l'inclination de son cœur vient en totale contradiction avec les intérêts de la société à un moment précis, évidemment l'intérêt de la société est mis en exergue dans le sens où ce sont des communautés dans lesquelles le lien est très important. Le lien entre tous est très important. Il est difficile de se singulariser. Ce n'est pas prêcher. On est dans des traditions, on est dans un autre qui fonctionne à peu près. Voilà, où il y a les choses sont assez balancées, les intérêts des uns et des autres sont pris en compte. Et évidemment, il est difficile de se singulariser à l'intérieur d'un tel système. Alors, Emle Boum, dans votre livre Les Maquisards, est-ce que vous avez voulu faire une grande épopée de l'indépendance, disons? Je voulais,
quoi qu'il en soit, je pense que la fiction est importante. C'est le rôle aussi de la fiction de remettre à l'ordre du jour des épisodes oubliés ou effacés ou interdits ou enterrés de l'histoire. C'était important de redonner vie, de redonner corps à ce combat-là, parce que pendant de longues années, pendant 3 décennies au Cameroun, on n'en a pas du tout parlé. C'était totalement enfoui. Comment comprendre ça ? Pour une raison simple, c'est qu'il y a eu la lutte du colon, donc contre les maquisards, la première partie. Ensuite, il y a eu une indépendance qui a été une indépendance, de façade, quand on voit ce qu'elle a produit jusqu'ici. Et les combats contre les maquisards ont continué. Donc pendant très longtemps, les maquisards, c'était des guerrieros, c'était des bandits, des terroristes. À aujourd'hui, on pourrait comparer ça à des terroristes ou au FARC ou je sais pas, pour venir à des choses plus modernes. Alors il y a eu un grand silence là-dessus. C'est un traumatisme à l'échelle d'un pays, mais qui ne s'est exprimé en aucune manière. Personne n'en a parlé. Des villages entiers se sont tus, des personnes qui ont participé se sont tues. Et les livres d'histoire en parlent à peine. On peut faire toute sa scolarité au Cameroun sans savoir très exactement qui était qui, pourquoi est-ce que ça s'est passé. Ce qui est assez étonnant, parce que beaucoup de pays, de temps en temps, ont porté très haut une sorte d'héroïsation de la lutte pour l'indépendance. Et là, au Cameroun, il semble que ça ne soit pas exactement le cas, ou que, en tout cas, il y ait une partie de cette lutte liée justement à la clandestinité, dont on n'est pas parlé après l'indépendance. Donc il y a une histoire à faire. Il y a une histoire qui est écrite par plusieurs historiens, sociologues et tout ça de renom reconnu, qui est analysé, mais il y a une vulgarisation à faire, il y a une réappropriation, je pense, à faire par rapport à cette histoire et par rapport aux nouvelles générations, parce que plus ça va et moins on en dit. Je pense que il doit y avoir 3 ou 4 livres de fiction qui parle de cette période. Il y en a pas énormément. La mise à disponibilité est encore plus difficile. Les traumatismes ont été grands, ils sont restés grands, les peurs sont restées, les plaies sont restées ouvertes. Et c'est vrai que il est peut-être temps aujourd'hui, petit à petit, de reconstruire, de retricoter ce passé. Et ce retricotage, il peut se faire par le biais de la fiction, justement. Tout à fait. Parce que ce n'est pas un livre d'histoire, c'est un livre très documenté que vous nous proposez. Mais c'est pas de l'histoire, c'est du roman. C'est-à-dire qu'en même temps, c'est de la légende. Tout à fait. Non, mais je l'assume parfaitement. Je repensais à un roman de Milan Kundera qui s'appelle L'art du roman et qui disait que dans une fiction historique, il faut penser que la fiction reste quand même plus important que l'histoire et qu'on se sert dans l'histoire des éléments qui viennent nourrir la fiction. C'est ce que j'ai fait. Les événements historiques tels que je les décris sont réels, ils sont traçables, mais je me suis servi des parties de l'histoire qui venaient nourrir ma fiction. Et en plus, il y a plusieurs tonalités dans votre roman. Et en particulier, surtout à la fin du roman, il y a une série de poèmes que vous avez écrits. Emily Boom, est-ce que vous accepteriez d'en lire un pour qu'on ait ça dans l'oreille quand même avant d'en reparler? Avec plaisir. Je me suis réveillée un matin. Mère, j'étais plus âgée que toi. Le temps s'égrène indifférent à ma peine. Je compte les saisons. Le soleil nous brûle de son ardeur. L'herbe jaunit en crissant sous mes pas. Des pluies torrentielles nous inondent de leur fureur. Les enfants jouent en hurlant dans les flaques de boue latérite. Les femmes s'empressent de labourer la terre meuble. Une année s'écoule, puis une autre. Pourquoi suis-je encore en vie? J'ai cru que mes larmes ne s'arrêteraient jamais de couler. Même de cela, le temps a eu raison. À l'intérieur, je me noie dans ma douleur. Il n'y a pas un jour, une seconde où je ne pleure votre absence. Mère, Amos, Mpodol, Moulé, oh mon amour. La mort vous a volé à moi, se content de m'effleurer de son souffle fétide. Assécher toute sève dans mes veines, soleil voilé, arc-en-ciel sépia, passion éteinte, sel affadi, salive amère. Quelle est la divinité cruelle qui tient entre ses mains le fil ténu qui m'enchaîne à la vie? Mortes mes amours, disparus mes amis, perdus mes combats, oubliés mes espérances. Je n'en peux plus d'attendre de mourir. Je vous ai supplié à genoux tant que j'ai pu. Mes os perclus m'interdisent désormais cette posture. Mère, Amos, Mpondol, Moulé, oh mon amour. Je me suis réveillée un matin, j'étais plus âgée que vous tous. Parcheminé ma peau, blanchi mes cheveux, déformé par l'arthrite mes doigts. Saurez-vous encore me reconnaître?
La mort vous a volé à moi, se contentant de m'effleurer de son souffle fétide. Je ne sais plus vivre, je me contente de vieillir et je compte les saisons. Merci beaucoup, Emily Boom, pour cette lecture. Alors, on voit dans votre roman qu'il n'y a pas un héros ni une héroïne, mais plusieurs, sans être ce qu'on peut appeler un roman choral. C'est quand même un roman extrêmement divers. Et il y a aussi tout un éventail de styles. Est-ce que cette diversité, ça sert aussi votre propos de nourrir cette légende qui a été presque interdite, ou en tout cas sous-entendue, on peut dire, pendant des décennies? Oui, alors certaines parties du livre sont très dures. L'époque était dure et il y avait beaucoup de souffrance. Le changement de style me permet aussi de ne pas accabler le lecteur, de mettre des respirations, de lui permettre de passer à autre chose, de lui permettre de se poser avant de revenir, d'expliquer des situations ou de donner la parole. Voilà, c'est simplement des variations comme ça qui lui permettent de suivre. Tout à fait. Écoutez, merci beaucoup pour ce beau et gros roman, Emily Boom, Les Maquisards, paru aux éditions de La Cheminante. Merci d'être venu nous le présenter dans La Danse des mots, qui est une émission proposée par le réseau Canopé et par RFI. Véronique Durand, Caroline Rousseau, Lucie Bouteloup, Yvan Amar. Vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante: danse.mot au pluriel @rfi.fr.